Bonsoir, messieurs et dames, vous êtes au JDS, journal du dimanche au soir, et vous avez raison d'y rester pour cette heure d'actualité qui sera marquée par ces sujets. Fermeture des frontières, gel des avoirs, suspension des transactions sauf aux produits de première nécessité, des sanctions lourdes ont été prises contre le Mali ce dimanche par la CEDEAO, analyse et décryptage dans ce JDS. Et puis sport, la CAN a débuté ce dimanche en match d'ouverture un certain Cameroun-Burkina Faso, 2-1 score final, le Burkina qui concède sa première défaite que nous allons débriefer. Encore merci d'être avec nous pour ce JDS. La première rubrique, c'est celle politique. Pour ouvrir cette partie politique, le Parlement burkinabé qui a validé vendredi dernier la politique générale du Premier ministre Lassina Zerbo avec 103 voix sur 127. Le groupe parlementaire Congrès pour la démocratie et le progrès CDP de Idi Kombo-Ego, chef des filles de l'opposition politique, avec ses 15 députés, a décidé de s'abstenir. Son allié, le groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale PJRN en abrégé, qui lui a 10 députés, a fait pareil. Nous y revenons avec Maxime Jean-Eudes Bambara. En lieu et place d'une heure et demie qui lui était accordée pour sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Lassina Zerbo n'aura pris qu'un peu plus d'une demi-heure. Une politique générale jugée ambitieuse, cohérente et claire avec 4 axes prioritaires définis, dont le premier est relatif au retour de la paix, de la sécurité et la consolidation de la résilience. Et pour ce faire, le chef du gouvernement a sa petite idée aussi bien sur le plan stratégique, organisationnel que celui opérationnel. Sur le plan stratégique, le gouvernement vous proposera la relecture des textes relatifs à l'emploi des VDP pour une meilleure structuration et une mobilisation efficiente des ressources, afin qu'ils contribuent plus efficacement à la lutte contre le terrorisme. Sur le plan organisationnel, les départements en charge de la sécurité et des armées ont reçu pour mission de procéder à une coordination plus efficiente des dispositifs de renseignement, des actions des différentes unités combattantes, ainsi que le renforcement de la veille stratégique au sein du commandement. Et sur le plan opérationnel, le gouvernement travaillera au renforcement des effectifs, des moyens logistiques et matériels des FDS dans le cadre de l'opérationnalisation de la stratégie de défense nationale et de ses instruments de mise en œuvre, compris dans la loi de programmation militaire 2018-2022. Avec un peu plus d'1,5 million de déplacés internes enregistrés du fait de la situation sécuritaire, le retour de ces derniers dans leur localité d'origine constitue le deuxième défi que Lassina Zerbo entend relever. Reconstruire et renforcer la résilience nous commande aussi de préparer le retour des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine. C'est pourquoi, avec mon équipe gouvernementale, nous agirons de sorte à renforcer la présence de l'État, les services de l'administration du territoire, ces services sociaux notamment dans les localités sous pression et dans celles libérées du joug du terrorisme, par la construction et ou la réhabilitation de ces services publics. Nous promettons de rester au contact du peuple. Au plan national, mon équipe gouvernementale prendra les mesures nécessaires à la mise en œuvre rapide de la stratégie nationale de la cohésion sociale et de la stratégie nationale de la prévention de l'extrémisme violent, pour l'exécution desquelles l'État a déjà mobilisé 11,2 milliards de francs CFA et injectera à terme dans la mise en œuvre des premiers plans d'action au moins 16 milliards. Le troisième axe prioritaire de la déclaration de politique générale du Premier ministre est celui relatif à la réconciliation nationale. Le processus est déjà enclenché et il entend travailler à son aboutissement. Au cours de ce premier trimestre 2022, le Forum national sera organisé. Les orientations de la stratégie de réconciliation nationale prévoient la mise en place d'un organe qui exécutera les recommandations et décisions qui seront issues du Forum. Une réconciliation entre les filles et les fils du Burkina et avec leur administration débarrassée du laxisme, du favoritisme et de la corruption est un vœu cher au président du Faso que mon gouvernement s'attellera à réaliser.
Pour la lutte contre la corruption, dernier point de son discours, le chef du gouvernement s'engage à doter l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ainsi que l'autorité judiciaire de moyens adéquats. Objectif, permettre à ces institutions d'accélérer le traitement de tous les dossiers pendants pour plus de bonne gouvernance et de démocratie. C'est la première actualité que nous abordons dans ce JDS, le journal du dimanche au soir. Nous sommes avec des invités, comme il est de coutume, dans ce rendez-vous. Je m'en vais d'abord vous présenter Oumarou Paul Kwalaga, fondateur de l'Institut de stratégie et de relations internationales ISRI. Vous êtes diplomate de formation, expert consultant en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Deuxième visage que je présente, Abdoulaye Barry, journaliste indépendant, doctorant en sciences politiques. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Geoffroy, bonsoir mesdames et messieurs. On va échanger d'abord sur le premier sujet, brièvement, et puis on va s'attaquer à ce que nous avons aussi annoncé tout à l'heure en titre, à savoir les sanctions qui sont tombées ce dimanche même concernant le Mali. On vient d'écouter le Premier ministre qui a été nommé dans un contexte qui est celui que l'on sait, où les Burkinabés attendent beaucoup d'espoir de ces autorités. On l'a écouté, 103 voix sur 127. Il peut commencer maintenant, on va dire comme ça, à bosser, mais on l'a écouté. On l'a écouté dans son discours. Les Burkinabés, je le disais au départ, ont besoin d'espoir. Est-ce que vous avez senti cela dégager dans ce discours-là ? Qu'est-ce que vous avez retenu dans la forme comme dans le fond ? Je vais commencer par Abdoulaye Barry. Enfin, on va dire, en définitive, moi j'ai suivi le discours, on va dire rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau, c'est le même format qui est servi au peuple et ensuite dans une ambiance, on va dire, assez festive, assez décontractée, dans un contexte d'humour des députés, voire du président de l'Assemblée nationale, dans un pays où les gens meurent tous les jours, dans un pays où le territoire national se rétrécit tous les jours, dans un pays où les déplacés se comptent par millions désormais, et dans un pays où, sur des pans importants du territoire, il n'existe plus d'école, il n'existe plus de centre de santé, et c'est dans ce contexte que les députés viennent nous servir donc du rire, de la joie donc au Parlement. Ensuite, des députés qui posent difficilement des questions, et ça me renvoie à une idée. On n'est pas obligé de parler le français. Le français, c'est pas notre langue. Si on le parle difficilement, il faut trouver un format pour que les représentants du peuple puissent poser leurs questions dans leur langue, comme ça se fait au Niger, et ce en quoi on a assisté hier, le vendredi. À mon avis, c'était pénible. On n'est pas obligé de parler en français. C'est pas notre langue. Il faut trouver un format pour que les députés puissent s'exprimer dans 2 ou 3 langues nationales. Ça peut être le Moré, le Djoula et le Fulfulde. Bon, à eux de choisir. Mais on n'est pas obligé de se parler en français parce que c'était pénible. Et l'autre sujet, quand j'écoute le discours, je regarde l'ambiance dans laquelle elle se déroule, j'ai le sentiment que le pouvoir du MPP n'a pas compris que le peuple est en train de mourir à petit feu, que le pays est en train de sombrer, et que le pays est en train de sombrer grâce, on va dire, à cause de leur incurie, à cause de l'inertie du gouvernement en place, parce que si aujourd'hui le Burkina vit le drame le plus, on va dire, grave de son histoire, c'est en partie grâce à l'incompétence du pouvoir en place, grâce à son incapacité à apporter des réponses adéquates aux aspirations du peuple. Et que, évidemment, le Premier ministre est venu pour nous lister, on va dire, c'est des vœux pieux, comme on a l'habitude de voir, alors que le peuple burkinabé aujourd'hui n'a que faire d'un discours. Le peuple n'a que faire d'un discours. Aujourd'hui, face à la situation dramatique que vit le peuple et le pays, le Burkina a besoin de mesures fortes, des mesures concrètes sur le terrain sécuritaire, avec une dynamique sécuritaire de reconquête du territoire, mais aussi de réponses adéquates aux aspirations du peuple. Malheureusement, le gouvernement en place excelle comme d'habitude dans l'incurie et l'inertie. Oumarou Paul Kwalaga, dans le fond et dans la forme. Bon, je vais aller déjà dans la forme. On a pu quand même remarquer la réduction du temps de prise de parole. Contrairement au précédent Premier ministre, on a assisté souvent à des discours assez fleuves, très longs, qui finalement, à la fin, on se demandait qu'est-ce qu'on retenait. Je crois que là, déjà, dans la forme, il a fait dans une certaine rupture, et comme c'est le mot à la mode, peut-être que c'est un changement de paradigme aussi dans le discours. Je peux retenir également aussi qu'on a mis l'accent effectivement sur les priorités du moment, avec les piliers qui ont été déclinés. On le sait très bien, c'est la question sécuritaire, notamment la lutte contre le terrorisme,
terrorisme, la sortie d'une stratégie qui doit normalement aujourd'hui pouvoir montrer dans les jours et les mois à venir les résultats assez probants. Parce que c'est vrai qu'il y a des intentions, ça reste encore un discours, mais on va véritablement juger le Premier ministre à l'œuvre. On verra dans les mois à suivre si effectivement ce qui a été annoncé comme rupture, comme changement de paradigme, effectivement va s'appliquer sur le terrain. La question par exemple des déplacés internes, c'est une priorité également, il a bien campé. Nous sommes à 1 500 000 de personnes déplacées internes, c'est assez je veux dire, catastrophique pour un pays comme le Burkina Faso aujourd'hui. Je crois qu'en dépit de tous les efforts qui ont été consentis, menés pour pouvoir réduire, on assiste toujours à un chiffre assez galopant. Je pense qu'il faut apporter des réponses urgentes aussi à cette question. Alors l'autre aspect, le troisième pilier, c'est la gouvernance qu'il a abordé. On attend véritablement, je crois que le premier défi qu'il attend, c'est pas encore très décidé sur les questions qu'il attend, les élections municipales. On attend que le gouvernement se prononce très rapidement sur ces questions pour véritablement prendre la mesure de la situation, voir si, parce que cette attitude de ne pas se prononcer sur la question met tout le monde dans l'expectative. Et finalement, je crois que le quatrième élément, c'est la question de la corruption. On attend ce gouvernement effectivement d'abord de montrer à son niveau des signes et des indicateurs qui montrent qu'il y aura véritablement un changement et que l'opération ou les opérations main propre promues ne sont pas que des effets d'annonce, que ça va être suivi effectivement d'actions et de résultats qui puissent amener justement à réconcilier la population avec ce gouvernement aujourd'hui, quoi qu'on le dise, qui a perdu d'une certaine légitimité quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, mais aussi quand on écoute les opinions des uns et des autres. Je crois que ce soit au niveau de la population, mais aussi au niveau d'un certain cercle, il y a, je crois, qu'à gagner des batailles très rapidement pour que ce gouvernement-là puisse redorer son blason. Dernière question, parce que quoi qu'on dise, c'est l'annonce de choses qui seront faites, donc c'est difficile de juger le maçon qui n'a pas encore commencé à monter son mur. Mais tout à l'heure, vous dites sur le discours, c'est un peu un genre de répétition, mais il y a des mots quand même qu'on entend, déradicalisation, on entend, il faut que les Burkinabés qui sont déplacés retournent chez eux. Ça veut dire qu'on doit être dans une dynamique de réinversion de tendance. Ça suscite quand même, ça devrait susciter de l'espoir. Vous savez que les politiciens ont toujours trouvé les meilleurs mots pour séduire le peuple, mais dans les actes c'est autre chose. Et vous vous rappelez, c'est pas moi de vous dire, vous êtes journaliste. En 2015, voire même en 2020, le slogan c'était la solution, mais aujourd'hui c'est le problème. On a toujours des beaux mots pour séduire le peuple. Je vais dire, il est important de comprendre la douleur du peuple. Le drame que vit le peuple là, le remède ne peut plus être le discours puisque le peuple est désormais sourd. Le peuple est sourd au discours de ses dirigeants parce qu'il y a une rupture de confiance entre le peuple et les dirigeants. Parce que les attentes du peuple n'ont pas été satisfaites et mieux, elles ont été déçues. Aujourd'hui, il faut se taire, il faut arrêter de prononcer des discours. Ce que le peuple attend ici et maintenant, c'est des actions concrètes sur le terrain de la sécurité, c'est des actions concrètes en termes de retour des déplacés dans leur pays. Ce n'est pas normal que dans un petit pays de 274 000 km², qu'on ait 2 millions de déplacés, qu'on ait des milliers d'écoles fermées. Et aujourd'hui, malheureusement, est-ce que vous voyez une dynamique de la part du gouvernement? Il y a de l'incurie, il y a une inertie depuis 6 ans. Et en conséquence, le résultat est là. C'est un pays qui est en train de s'effondrer face à un peuple qui se meurt chaque jour, qui cherche de l'espoir, qui ne sait pas à quel sein finalement se vouer. Il faut se taire sur les discours, agir ici et maintenant, parce que le peuple, la souffrance du peuple a atteint un niveau où le peuple n'entend plus les discours. Il est désormais sourd. Il cherche de l'espoir. Et il n'y a que les actions qui donneront de l'espoir au peuple. D'accord. Un discours de politique générale qui est aussi, quoi qu'on dise au regard de nos textes, une obligation et qui permet maintenant au Premier ministre de commencer à dérouler ce qu'il a promis et c'est ce sur quoi on va l'attendre pour pouvoir jeter un regard critique. On va nous poursuivre ce JDS, journal du dimanche au soir, avec le sujet que nous avions annoncé en titre, les sanctions qui sont tombées concernant le Mali. Un double sommet extraordinaire sur le Mali s'est tenu à Accra ce dimanche. D'abord, une rencontre des chefs d'État de l'UMOA, puis
depuis une réunion des chefs d'État de la CEDEAO. D'après certaines informations, c'est le président en exercice de l'UEMOA, le président Roch-Kaboré, qui a pris cette initiative. Il a été question de la demande d'une transition de 5 ans formulée par la junte malienne qui a décidé de ne pas organiser comme prévu les élections fin février 2022. Des responsables de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, étaient aussi dans la capitale ghanéenne. Cela augurait que des sanctions financières et ou économiques soient prises contre les dirigeants maliens. Les sanctions sont tombées, nous le disions. La CEDEAO a entériné les décisions prises par l'UEMOA quelques heures plus tôt. Les pays d'Afrique de l'Ouest ont décidé de geler les avoirs maliens au sein de la BCEAO, de fermer les frontières entre le Mali et les États membres de l'organisation, mais aussi de suspendre les transactions avec Bamako, à l'exception des produits médicaux et de première nécessité. La CEDEAO a décidé par ailleurs le retrait des ambassadeurs de tous les pays membres du Mali ainsi que d'autres sanctions concernant l'aide financière. Ces sanctions ont été prises malgré le nouveau calendrier présenté plus tôt par les envoyés maliens. Initialement, la transition, il faut le rappeler, était prévue par la junte pour juste quelques mois. Aujourd'hui, on propose 5 ans et ce nouveau calendrier a été raccourci à 4 ans. Les sanctions adoptées sont comparables à celles prises, il faut le rappeler, après le putsch d'août 2020. Échange sur ce plateau, sur cette actualité qui est tombée ce dimanche même. Je veux commencer par Oumarou Paul Koualaga. Ces décisions sont quand même assez fortes. Les sanctions, elles sont lourdes. J'ai dit qu'elles rappelaient celles de 2020. Qu'est-ce que vous en pensez de ces sanctions? Alors, je veux dire qu'il fallait s'attendre plus ou moins à ces sanctions qui sont un peu plus robustes, comme vous l'avez précisé par rapport aux premières sanctions. C'est vrai qu'en août 2020, on a donné déjà le ton en brandissant des sanctions. On a trouvé que ça allait mettre en difficulté les populations parce qu'au finish, ce sont les populations qui vont en pâtir. Il y a eu une certaine flexibilité après pour cibler uniquement que les personnes qui géraient la transition, donc des sanctions ciblées sur les autorités de la transition, et en espérant justement que ces personnes-là puissent donner des gages de vouloir effectivement aller dans un délai qui était précisé 18 mois, il faut le dire, en février. Donc on s'attendait à ce qu'ils organisent des élections. Mais je crois qu'au constat, après l'évaluation, on a compris qu'il fallait peut-être cette fois-ci, aussitôt au regard des décisions prises dernièrement au niveau des assises nationales, qui voilà, entre autres avaient proposé entre 6 et 5 ans pour organiser les élections. Je pense qu'on a préféré les 5 années au lieu de 6 mois. Voilà, au lieu de 6 mois qui déjà on le savait, ça n'allait pas être accepté et par la CEDEAO. Donc ces sanctions comme outil justement dans ce cas de situation devaient normalement aujourd'hui permettre à la CEDEAO parce qu'elle joue sa crédibilité et joue sa légitimité non seulement auprès des autorités maliennes mais sur l'ensemble de la communauté internationale, mais bien sûr aussi dans l'opinion publique internationale. Parce que là, on assiste à un bras de fer entre les dirigeants de la transition qui, en fait, pour moi, jouent un double jeu. Au même moment, peut-être pour l'opinion, on ne perçoit pas très bien et donne l'impression de faire un bras de fer au sein de l'opinion avec la CEDEAO. Et au même moment, ils dégagent un certain nombre d'émissaires qui vont négocier avec la CEDEAO. Donc, d'une chose ou d'une, il ne faut pas être incohérent. C'est-à-dire, si on est dans une organisation internationale qu'on ne respecte pas, ça peut plaire ou ne pas plaire, si on ne respecte pas un certain nombre d'instruments, un certain nombre de mécanismes qui pouvoir organiser ou réguler les États membres, il faut s'attendre forcément à ces sanctions. Donc on a le choix, soit de faire un bras de fer très frontal avec toutes les conséquences que cela peut découler, ou bien on décide voilà, de respecter les engagements qu'on a pris au sein de cette organisation internationale. Donc pour moi, ces sanctions, elles ne sont pas surprenantes. Donc des sanctions à la fois, vous avez vu que c'est tous les leviers qui ont été employés, diplomatiques, politiques, parce que le Mali est exclu de l'organisation internationale, diplomatique parce que désormais on monte un peu, je vais dire le cran est un peu mis à un certain niveau, un peu plus robuste. Les diplomates sont appelés à quitter le Mali, des sanctions économiques et financières. Donc tout ceci va mettre le Mali dans une situation assez difficile. C'est vrai, on attend ça et là qu'on peut, évidemment, c'est un État souverain, on peut diversifier. On va revenir dans tous les cas sur la question de nos partenariats, mais disons que la CEDEAO, membre de la communauté internationale, est membre d'une organisation régionale et avant tout, le premier élément va aller à un certain niveau supérieur. Première impression, sanctions quand même assez lourdes.
Bon, c'est des sanctions. La CEDEAO a décidé donc d'asphyxier le peuple malien sous prétexte de vouloir protéger la démocratie qu'elle-même n'a jamais respectée, en tout cas qu'elle a rarement expliquée. Et j'ai peur qu'il y ait une sorte de retour de situation au niveau des opinions publiques africaines, parce qu'on n'est pas loin de penser que les dirigeants de la CEDEAO sont partis donc prendre les ordres, voire les instructions sur le parrain occidental pour venir donc aider ce parrain-là à résoudre son différend avec la Russie, qui désormais est venue au Mali avec sa société privée, voilà, on va dire sa société de mercenaires. J'ai peur que ce ne soit véritablement la démocratie qu'on cherche ici à préserver, mais plutôt que la CEDEAO soit un instrument de gestion donc des influences de puissance. Vous le savez très bien que désormais le Mali s'est retourné vers la Russie et ça pose un problème de leadership, d'influence diplomatique à la fois pour la France et pour les États-Unis. Donc j'ai peur que la CEDEAO ne soit aujourd'hui un instrument, que les chefs d'État ne soient partis pour prendre des ordres, pour résoudre, pour agir, pour sous-traiter la guerre au nom et pour la France. Et j'en viens. Je vais terminer. Et je vois aussi qu'il y a une certaine ambiguïté. On parle de l'UEMOA, de la CEDEAO qui entérine. J'ai juste envie de savoir le lien entre UEMOA et la CEDEAO, étant donné qu'il y a au moins 7 pays de la CEDEAO qui ne sont pas membres donc de l'UEMOA. La CEDEAO fait 15 États, l'UEMOA 8 États. Je m'interroge. Et deuxième élément, ces sanctions ne reposent sur aucune base légale. Il n'y a pas de base juridique qui fonde donc ces sanctions. La CEDEAO n'a aucun pouvoir juridique de prendre ces sanctions ni contre le Mali, ni contre un autre État membre. Le protocole fondateur de la CEDEAO fixe dans son régime de sanctions 3 types de sanctions qui devraient donc évoluer de façon graduelle. La première sanction, c'est le refus donc de soutenir, donc on va dire les candidatures d'un pays, les candidatures du pays en question à des postes électifs dans les organisations internationales. La deuxième sanction, c'est le refus de tenir une réunion dans le pays qui venait donc à enfreindre aux lois de la CEDEAO. Et la dernière sanction qui constitue donc le summum des sanctions, c'est la suspension d'un pays qui viendrait donc apporter atteinte donc au principe de la démocratie. Donc je vais dire, pour me résumer, les sanctions de la CEDEAO contre le Mali n'ont aucun fondement juridique. Il s'agit donc des sanctions politiques parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chefs d'État de la CEDEAO savent qu'ils sont désormais menacés par des coups d'État à cause de la malgouvernance. Désormais, donc, il faut, on va dire, décourager les autres militaires des autres pays qui seraient tentés par des velléités putschistes. Oui, vous allez réagir, mais moi j'ai une autre question, juste avant que nous puissions réagir. Vous parlez, c'est vrai, peut-être de Wagner, de cette autre dimension, en tout cas qu'on ne peut occulter dans le combat dans lequel le Malien est aujourd'hui, le Mali de façon plus claire. Mais ce qui est indexé ici, c'est la durée de la transition. Les 5 ans, on a entendu certains chefs d'État qualifier cela de rigolade. Est-ce que ça s'explique? Oui, évidemment, vous avez tout à fait raison. C'est un élément que je voudrais aborder. Et évidemment, il n'est pas compréhensible qu'une transition ait la même durée qu'un mandat 5 ans. C'est inadmissible. Et si, par exemple, les assises nationales qui ont décidé que la transition devrait durer entre 6 et 5 ans, s'étaient tenues dans un contexte, on va dire, de large consensus, c'est-à-dire où l'ensemble des composantes donc, du peuple malien avaient participé, même si on venait à fixer 10 ans, il n'y avait pas de problème. Sauf que les assises nationales n'ont pas été inclusives. C'est-à-dire il y a beaucoup de partis politiques qui n'ont pas participé, il y a beaucoup d'organisations qui n'ont pas participé. Donc dire qu'à l'issue donc de ces assises qui ont mis sur le carreau beaucoup d'autres organisations, on venait à fixer donc une transition de 5 ans, ça me paraît irréaliste, ça me paraît exagéré. On aurait pu, parce que quand même le rôle d'une transition, ce n'est pas de gérer un État, de refonder un État, c'est le rôle d'une autorité légitime qui serait donc issue des élections. Donc malheureusement, je pense que cette durée de mandat prise donc par les autorités de la transition ont offert donc sur un plateau d'or l'opportunité donc à la CEDEAO donc d'agir à travers des sanctions exagérées et dont les principales victimes seront donc le peuple malien.
Alors, j'allais revenir peut-être sur les sanctions. C'est bon quand même de le rappeler. Il faut dire que les sanctions font partie, c'est-à-dire dans le cadre des relations entre les États, font partie des 4 outils qui régulent la coopération et les relations entre les États. Le premier outil étant justement le volet diplomatique, coopération entre États, coopération entre États et organisations internationales. Donc les États étant les premiers porteurs des relations internationales. Ensuite, évidemment, la CEDEAO, l'UEMOA et toutes ces autres organisations sont l'émanation des États, qui sont des organisations internationales créées par des États, qui interviennent sur un certain nombre de sujets, notamment sur la question de paix, de sécurité, des crises. C'est tout à fait légitime et normal que la CEDEAO intervienne. Donc, ces États entretiennent, comme je l'ai dit, pour aller très rapidement, des rapports de coopération. Et ça, c'est en temps de paix quand les choses vont bien. Mais comme dans toute organisation, il peut y avoir des perturbateurs, comme on le dit souvent en relations internationales, qui ne respectent pas justement leur engagement. En ce moment, avant le troisième l'outil qui est l'usage de la force, parce que nous ne sommes pas encore là, et c'est pas très loin qu'on puisse, dans les semaines ou les mois à venir, pour le moment, les sanctions sont à mi-parcours entre, entre la négociation et les sanctions viennent pour amener certains États, comme dans le cas du Mali, à revoir leur position par rapport à un certain nombre de situations et de ne pas aller dans une situation qui puisse non seulement compromettre le déroulement de leur activité politique, économique, parce qu'évidemment ils font partie des États membres, mais aussi de s'assurer qu'elle fait partie intégrante de la communauté internationale, qu'aujourd'hui des États comme le Mali sont des États aujourd'hui qui, sans la coopération internationale, certains États peuvent se le permettre parce que nous sommes des États aux ressources limitées. On a beau peut-être de façon légitime dire que bon, on peut diversifier de partenaires, c'est tout à fait normal, mais on a des partenaires périphériques. Donc j'appelle par exemple la Russie un partenaire périphériques, mais on a des partenaires vitaux, des partenaires de premier plan, des partenaires centraux. Donc l'usage de la force, pour parler du troisième élément en dehors de la sanction, peut arriver d'un moment à l'autre, évidemment comme l'opinion publique internationale qui peut intervenir sur ces questions qui amènent les États par moment à revoir leurs positions. Donc ces 4 outils font principalement effet dans des situations pareilles qu'on peut utiliser l'un alternativement par rapport à l'autre en permettant justement d'éviter que certains acteurs ne soient des acteurs perturbateurs au risque de me répéter, soit des acteurs qui mettent en mal, j'allais dire, la coopération dans un climat de paix. Donc de façon légitime, ces organisations internationales, qu'on veut le pas, qu'elles soient parrainées, je ne m'inscris pas dans cette dynamique, mais disons qu'aujourd'hui on ne peut pas être dans une coopération comme ce qu'on a aujourd'hui avec nos États et aller comme ça, se comporter comme on veut sans justement s'exposer. Je crois qu'aujourd'hui on peut dire tout ce qu'on veut de la CEDEAO, on peut dire ce qu'on veut de l'UEMOA, justement parce qu'il parlait de l'UEMOA. L'UEMOA, c'est les 8 pays francophones, évidemment, parce qu'il y a les questions économiques et financières, donc qui interviennent justement et qui ont eu un premier rendez-vous avec leur président, le président en exercice actuellement de l'UEMOA. Donc c'est en totale cohérence que ces 2 institutions se réunissent pour pouvoir justement épiloguer sur la situation du Mali pour ne pas donner encore d'autres exemples à d'autres États qui pourraient effectivement emprunter la voie du Mali. Vous voulez brièvement pour passer là, on est dans l'idéal, on est dans l'idéal, mais je vais juste dire, moi je parle de fondement juridique. En termes de fondement juridique, la CEDEAO n'a aucun instrument pour engager des sanctions financières contre un État membre. Comme je l'ai dit, il y a 3 types de sanctions. C'est la suspension du pays qui est la plus importante sanction. C'est la sanction politique. Oui, selon les textes, selon le protocole. Non, les sanctions font partie du fondement juridique. Selon le protocole, il n'existe aucune sanction financière. Ça n'existe pas dans le protocole de la CEDEAO. Mais quand vous parlez de sanctions financières, il faut le comprendre dans une dynamique un peu plus large. Donc je parle de sanctions de façon plus globale. Et dans les sanctions font partie des outils. C'est plus que... Mais là, il faut qu'on s'écoute aussi. Oui, bien sûr. Parce que ce que dit Barry, l'exclusion, fait partie des sanctions politiques. Non, je veux juste dire que la CEDEAO, selon le protocole de, on va dire, la démocratie de la bonne gouvernance, il y a dans ce protocole un régime de sanctions pour un pays qui viendrait donc apporter atteinte au principe de la démocratie, mais aussi en cas d'atteinte aux droits de la personne. Et selon ce protocole-là, il y a 3 types de sanctions. C'est
le refus de soutenir une candidature du pays en question à un poste électif dans les organisations internationales. Le refus de tenir une réunion dans le pays en question et la dernière sanction étant la suspension du pays. Et une n'existe pas. Vous dites là, on est inscrit dans les sanctions politiques. Parce que là, on est dans ça n'a pas de base juridique. On est dans une dimension de débat où vous dites c'est pas. Non, parce que ce que vous êtes ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la CEDEAO. Il n'y a pas, c'est-à-dire ce que vous dites, vous ramenez le sujet parce qu'évidemment on parle de la CEDEAO, mais c'est de toutes les organisations internationales. Quittons la question. Que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'UEMOA, que ce soit toutes les organisations. L'Union européenne ne peut pas décider. Je ne parle pas, je parle de façon plus large. On s'écoute. Je pense qu'on va d'abord quitter le débat de ce que ce soit d'abord politique ou bien que du point de vue légal ça ne puisse pas se faire, mais je pense que la sanction elle est prise. Je disais en entrée que ayant vu déjà certaines figures de proue de la BCEAO arriver au Ghana, on avait déjà compris qu'il y allait avoir des sanctions sur le plan économique. On connaît le Mali et le pays qu'il est, avec d'abord pays hinterland, donc les difficultés d'avoir accès aux positionner par le biais d'un autre pays. On connaît l'économie aussi malienne qui elle aussi avec celle des pays de la sous-région avec la pandémie c'est aussi affaissé. On connaît la réalité aussi du pouvoir d'achat du Malien. 43% des Maliens, des 18 millions et plus maintenant de Maliens, ils ont moins de $2 jour, c'est ce que dit la Banque mondiale. Quand on a cette réalité et on nous dit fermeture de frontières, c'est sûr que les salaires, ça risque de ne pas pouvoir être payé. Quand la BCEAO, lui et moi, tout le monde a décidé de vous asphyxier. Quelles peuvent être aujourd'hui les conséquences? C'est déboulonner, c'est mettre la pression pour qu'un peuple déboulonne ces autorités, ou qu'est-ce qu'on veut? Mais alors, l'objectif des sanctions, évidemment, pour revenir rapidement là-dessus, c'est justement d'utiliser cet outil-là pour mettre la pression sur ceux qui ne vont pas ou qui ne respectent pas leurs engagements. Donc, à la fois des sanctions politiques, comme on l'a dit, je ne vais pas revenir là-dessus, mais des actions diplomatiques, je l'ai dit dans ma première intervention, des actions économiques et financières et qui vont forcément amener les autorités de façon très lucide à un moment donné à se dire, bon, peut-être qu'il y a la légitimité, parce que même à Bamako, vous l'avez dit dans votre introduction, ce n'est pas aujourd'hui l'attitude ou le fait de vouloir prolonger la transition de 5 ans n'est pas unanimement accepté. Donc même, peut-être qu'au niveau de Bamako, comme on a l'habitude de le dire, parce que ce sont des élites, là-bas même il y a certaines dissensions entre les opinions. Et on ne parle pas de ceux qui sont dans des situations aujourd'hui à la zone exposée aux défis sécuritaires. Vous ne savez pas comment ces personnes ou ces individus, on peut s'imaginer comment ils vivent aujourd'hui la situation et quelle attitude ou quel jugement ils ont vis-à-vis de la transition militaire, parce qu'ils ont vu très rapidement le retrouver, une situation assez paisible, une situation qui leur permet de mener ou de vaquer à l'éducation, même s'il y a encore des forts défis sécuritaires. Donc, pour répondre à la question, ces sanctions, justement, c'est pour mettre la pression, et c'est aux Maliens, aux dirigeants maliens de regarder aujourd'hui, de se regarder droit dans la glace et de se dire, est-ce qu'aujourd'hui on peut continuer à tenir dans ce bras de fer, même s'il y a une opinion évidemment qui soutient une opinion africaine, une opinion panafricaine. Est-ce qu'on peut décider aujourd'hui, avec ce qui vient de se décider à Bamako, d'aller droit dans le but et d'exposer les populations? Parce qu'au finish, ce sont les populations qui vont en pâtir. Je crois que de façon lucide, le débat va se trouver à ce niveau. Et je l'ai dit, la CEDEAO est obligée d'aller à ce niveau parce qu'elle joue aussi de sa crédibilité et joue aussi de sa légitimité par rapport à des cas similaires. D'accord. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un effet contraire face à, comme on dit, des autorités qui se sont assumées et qui ont décidé d'un certain nombre d'éléments? Vous parliez tout à l'heure de Wagner, et qui sont en train de subir le coup des voisins pour ces choix. Est-ce que ça ne risque pas, pour finir, de mettre un peu tous les Maliens d'accord pour dire, attendez, c'est contre nous? Bon, enfin, on va dire que ces sanctions très sévères, telles qu'elles sont prises là, ne donnent aucune chance à un pays comme le Mali de respirer. Il s'agit d'une stratégie d'asphyxie du pays, parce que ceux qui sont visés en premier lieu ici, c'est le peuple.
Et voilà, donc le peuple s'est là étouffé, asphyxié. Moi, ce qui me pose un problème, c'est la dimension éthique. Est-ce que, oui, on est d'accord là-dessus, il y a atteinte à la démocratie, il y a eu rupture de l'ordre constitutionnel. C'est vrai, les 5 ans sont-ils raisonnables? Non, pour une transition, c'est pas raisonnable. Mais on est à un tournant de l'histoire où la CEDEAO, même pour les peuples, n'a aucune légitimité d'imposer de telles sanctions au peuple. Pourquoi? Parce que la CEDEAO aussi, ces textes sont fondés sur la bonne gouvernance. On a vu quand même dans d'autres pays où la CEDEAO soit a soutenu, soit n'a pas dit mot lorsqu'il y a eu atteinte donc aux lois fondamentales de certains nombres de pays où des dirigeants se sont donc permis de modifier des lois fondamentales pour s'accorder des mandats supplémentaires, c'est-à-dire 3 ans et à 6 mois, voire moins de 6 mois donc des élections. Ça pose un problème énorme. Et lorsqu'on regarde même dans la gouvernance démocratique dans nos pays, elle est, je vais dire, elle est à terre. Il y a une mauvaise gouvernance et il n'y a pas de gouvernance vertueuse d'une manière générale dans l'espace CEDEAO. Il se trouve que la CEDEAO, lorsque les peuples sont massacrés par certains dirigeants, lorsque les lois sont bafouées et modifiées à la guise du prince du jour, la CEDEAO ne trouve pas mot à dire. Lorsque les droits de l'homme sont violés massivement dans les pays de la CEDEAO, dans l'espace CEDEAO, l'organisation ne trouve pas mot à dire. Et aujourd'hui, on est au Mali, effectivement, il y a eu donc rupture de l'ordre démocratique. C'est normal qu'il y ait donc des mesures tendant donc à amener les tenants du pouvoir à revenir à la raison en organisant des élections pour partir. J'insiste là-dessus, 5 ans, c'est énorme. Mais ces sanctions telles qu'elles sont prises, c'est des sanctions sévères qui n'ont aucun fondement juridique. J'insiste et je persiste. Question, ce sera les dernières que je vais poser. Je pense que là-dessus, je connais déjà la réponse de Barry, mais je vais vous la poser. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un lien avec l'alternative russe voulue par le Mali, notamment Wagner? On sait qu'il y a eu des sanctions récemment, Union européenne, concernant des figures de proue de Wagner. On se rappelle que lorsqu'il y a eu des premiers durcissements de ton de la CEDEAO vis-à-vis du Mali, quelques semaines après, l'Union européenne a emboîté le pas, félicitant la CEDEAO pour cela, alors qu'on sait ses positions sur l'entrée de Wagner aujourd'hui, prétendument, diront certains, au Mali. Est-ce qu'il n'y a pas un lien à faire sur la façon dont on est en train de resserrer le taux sur le Mali aujourd'hui? On ne peut pas l'exclure d'office, mais je me dis que ça, ce sont des éléments sur lesquels on n'a pas d'éléments. En réalité, on ne peut que, j'allais dire, donner des opinions, on peut opiner, on peut émettre des hypothèses. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est sur des bases principielles. Il y a eu un coup d'État, quoi qu'on le dise, il y a eu des négociations, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on revient de très loin. Ce qui s'est passé au Mali, ce n'est pas 2 fois qu'il y a eu un coup d'État. Non, je vais répondre à la question. Il y a le Tchad à côté, ça fait la même chose. Écoutez, le Tchad, déjà, peut-être qu'il faut le rappeler, le Tchad ne fait pas partie de la CEDEAO. Je veux dire, ça, c'est l'Afrique centrale. Donc la CEDEAO, on sait qu'en termes d'organisation régionale, qui a... Par rapport aux autres organisations régionales, je parle de pression par ricochet maintenant. Oui, des pressions par ricochet, les partenaires. Au niveau de la CEDEAO, on ne transige pas. C'est vrai que sur les questions, on peut le dire plusieurs fois, on l'a dit, on a discuté, on a dit sur les questions, parce qu'il y a 2 aspects. Il y a des questions de gouvernance interne, et puis il y a des questions de relations. Donc vous dites que c'est pas forcément lié. Oui, je ne dis pas que c'est forcément, parce que pour parler de Wagner aujourd'hui, son statut est hybride. On sait, moi je ne dirais pas que c'est une entreprise mercenaire, mais je dirais que c'est une société militaire privée. Maintenant, le lien avec la Russie, qui est un partenaire du Mali, comme tous les autres partenaires, c'est sûr, ça, c'est pas des choses sur lesquelles on discute. Mais maintenant, est-ce que la Russie s'assume? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'elle s'assume qu'elle a Wagner comme partenaire? En ce moment, il est plus facile, je veux dire, pour le Mali, de traiter avec la Russie via Wagner. Aujourd'hui, ni la Russie ne s'assume sur la question, ni l'État du Mali ne veut jusqu'à présent, parce qu'on a entendu il y a quelques semaines en arrière des contradictions. Certains disant qu'ils n'ont pas de relation, et ça c'est au niveau officiel avec Wagner, alors que des indices et des éléments très clairs montrent effectivement que cette structure ou cette organisation est bien présente au Mali. Donc je disais, entre les deux, il faut s'assumer à un moment donné. Il ne faut pas à chaque fois voir peut-être que les autres, tous nos mots sont peut-être le fait des autres. Ça veut dire que quelque part souvent aussi on s'infantilise. Donc nos États, je pense déjà au Mali, doivent s'assumer. Soit décide aujourd'hui de s'assumer jusqu'au bout, qu'elle quitte la CEDEAO si elle veut aller
aller orienter, je dis, ses choix dans d'autres dynamiques. Elle peut le faire, comme on l'a vu ailleurs dans d'autres pays, pour ne pas citer d'exemple. Le Burkina n'est pas loin de cela. Et avec toutes les conséquences que cela peut aboutir, ça peut peut-être faire plaisir à certains, ok, mais il ne faut pas être dans une chose et... Pour vous, il faut que le Mali s'assume. J'ai dit dernière question. Pour vous, je pense que dans votre développement, on l'a compris plus ou moins, vous avez déjà fait le lien, mais est-ce que là, on a dans le jeu de pression fait échec et mat à la junte malienne? Il y a une question qu'il va falloir se poser et dès qu'on a la réponse, on a résolu le problème. D'accord. Est-ce que si le Mali n'avait pas, si on n'avait pas l'information comme quoi le Mali est désormais engagé à la fois avec la Russie et Wagner, est-ce que la communauté internationale, à travers ses bras donc régionaux, allait se liguer autant contre le Mali avec ces sanctions-là? Je ne pense pas. Donc, il ne faut pas oublier que le Mali aujourd'hui est aussi en train de payer, c'est-à-dire que le jeu de puissance. Parce que quand même, quoi qu'on dise, il faut qu'on se dise certain nombre de choses quand même, parce que nos pays sont considérés comme étant le précaré de la France. Il faut le dire. Ce sont des zones d'influence de la France. Et on va dire, ils se sont partagés le monde. Et il est inadmissible pour une autre puissance de laisser que la Russie, par exemple, vienne faire de la sous-région ouest-africaine sa zone d'influence. Le Mali paye cher. Son engagement avec Wagner. J'ai dit qu'on avait déjà compris votre position sur ce chapitre, mais je pense qu'on va... Non, mais parce que j'ai la canne. Je dois parler de la canne. Je pense qu'on aurait pu, le Mali aurait pu traiter directement avec la Russie et qui viennent avec de forces régulières. Voilà, ou qui assume qu'elle a un lien, je veux dire, avec Wagner, et puis on aurait tranché la question. En tout cas, vos positions et vos postures sur la question, sur la question sont tellement intéressantes qu'il serait plus intéressant d'avoir et de pouvoir continuer le débat là-dessus. Mais on va s'arrêter ici puisque on pourra aussi aborder d'autres questions dans ce JDS, notamment Ciel Sport. Merci bien Oumarou Koualaga d'être passé sur ce plateau. Merci bien Abdoulaye Bari d'être passé sur ce plateau. On passe à la dernière rubrique de ce JDS, Journal du dimanche soir, et c'est Ciel Sport. La CAN a débuté aujourd'hui, Coupe d'Afrique des Nations, et les Lions indomptables de Cameroun ont battu ce dimanche, donc 9 janvier, les Étalons, 2-1, c'était le score final. C'était le match d'ouverture de la CAN Cameroun 2021. Il faut noter que les Étalons ont été très diminués aussi par l'absence, pour raison de Covid-19, de Dango Ouattara, de l'attaquant Edmond Tapsoba, de Ouattara qui est plutôt attaquant, et de Edmond Tapsoba qui lui est du côté défensif. Le résumé de ce match avec Wilfried Somda. Entrée ratée pour les Étalons dans la CAN 2021. Face au Cameroun, le pays hôte, l'équipe burkinabé a quelque peu donné le fouet pour se faire battre. Privé de quelques cadres et du sélectionneur national, les Étalons avaient pourtant les moyens de repartir à l'hôtel avec le point du nul. Bien en place à l'entame et nullement complexé, les Étalons contiennent parfaitement les Lions indomptables et procèdent par à coup. Dans ce plan de jeu bien appliqué, les Étalons trouvent la faille à la 24e minute avec Gustavo Sangaré qui reprend un centre de Bertrand Traoré. Et c'est le premier but de ce... 1-0 en faveur des Étalons et Gustavo Sangaré qui en profite pour inscrire son but en phase finale. Score en ce moment du match qui glace le stade de Olembe. Les Lions semblent dans la sauce, mais en sortent après un quart d'heure avec l'aide des Étalons. Revenu pour prêter main forte à sa défense, Bertrand Traoré bouscule Zambo Anguissa. L'arbitre algérien Gorbal hésite et finit par consulter la VAR. Penalty pour les Lions indomptables. Vincent Aboubakar ne tremble pas et transforme. Un but partout et les Étalons doivent tout recommencer, se dit-on. Pire, ils ne tiendront pas le score avant la pause. La faute à un second penalty concédé dans le temps additionnel. Suite à un tacle inapproprié de Dao, l'arbitre indique sans hésiter le point de penalty. Vincent Aboubakar ne se fait pas prier pour doubler la mise. 2-1 en faveur du Cameroun qui tiendra ce score jusqu'au terme de la rencontre. Une défaite difficile à encaisser, mais qu'il faudra vite digérer afin de se reconcentrer pour la deuxième journée face au Cap-Vert dans 4 jours à Yaoundé. Nous sommes sur ce plateau avec Ibrahim Kabré, qui est un visage connu sur nos antennes, pour décrypter avec nous l'actualité sportive. Et puis je suis aussi avec le monsieur sport de
notre Télé TV et de Watt FM. Somda, bonsoir à vous. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir Geoffroy, bonsoir à tous. Bon, c'est petitement que vous me dites bonsoir, je comprends. On commence avec une défaite difficile, mais quelque part c'est avec deux pénaltys. Donc c'est pas sur des faits de composition, c'est beaucoup plus du fait d'erreur ou de l'arbitrage, c'est selon les perceptions aujourd'hui, mais on a ce match d'ouverture 2-1. Les Camerounais sont quand même assez contents malgré ces pénaltys-là. Regard comme ça global sur la prestation de nos étalons et ce que vous pouvez en dire. On va commencer donc par vous, Kader. Alors moi je pense plutôt qu'on n'a pas été à la hauteur de la gestion de l'événement parce que vous savez qu'on a abordé ce match dans un contexte assez hostile au regard de ce qui l'a précédé, et on rentre dans ce match, on commet justement donc des erreurs de débutants. On va concéder donc ces 2 pénaltys à mon avis justifiés pour finir donc par rentrer dans cette compétition avec cette défaite qui pour moi est logique. Ibrahim Kabré est clair, des pénaltys justifiés. C'était qu'en off, on discutait parce qu'on a regardé pratiquement le match ensemble. Vous dites le deuxième pénalty, bon, vous doutez un peu. Pas que je doute, mais je pense que le deuxième pénalty, je le concède, le tacle de Dayo, il est inapproprié, il est très mal maîtrisé, mais au moment de l'impact, le ballon a déjà été tiré. L'arbitre ne siffle pas pénalty, on ne crierait pas au scandale. Là, vous aurez remarqué que ce pénalty, il n'a pas douté, tout de suite, il a accordé le pénalty. Alors que la première action était tellement nette qu'il n'avait pas matière à consulter la VAR, mais il s'est donné la peine quand même d'aller voir la VAR. Je pense que ici, je dirais que ce match, on l'a joué avant. On l'a joué avec des émotions. On l'a joué en ayant l'esprit d'aller manger du Camerounais, de croquer du Camerounais. Parce que justement hier, quelques joueurs et le sélectionneur ont été déclarés positifs. Des résultats qui ont été donc contestés par la partie burkinabé, qui ont créé une sorte de polémique. Donc je pense qu'on est monté dans ce match en le jouant plus avec le cœur qu'avec la tête. Parce que c'est cela. Sur cette action, Bertrand n'a pas besoin de bousculer Zambo Anguissa. Le joueur camerounais n'a pas le ballon dans les pieds. Le ballon se dirige vers la ligne de sortie des 16,50 m. Donc Zambo Anguissa est dos au but. Tu n'as pas à le bousculer. Ça, c'est un. 2-2 sur le tacle posé par Dayo. Le tacle, c'est le geste du dernier recours. Il y allait trop franchement. C'est ce que je disais. C'est le cœur qui a joué et non la tête. J'aimerais bien qu'on puisse, si la technique nous le permet, aller avec Assimi Thiemtouré qui est donc au Cameroun et qui suit donc celui-là avec nous, histoire de savoir dans quel état d'esprit se trouvent les joueurs, parce que même après on a senti que côté arbitrage, il y avait certains joueurs qui n'étaient vraiment pas satisfaits, qui se disaient qu'il y avait quand même beaucoup à redire. Oui, je pense que quand on perd un match en concédant 2 buts sur 2 pénaltys, il va de soi qu'on ne soit pas content. Le sentiment à la fin, c'est quoi? C'est de la frustration. On se dit que ça n'a tenu qu'à peu de choses. Un peu de maîtrise de Bertrand, un peu de maîtrise de Dayo, et on rentre à l'hôtel avec les 3 points. C'est tout cela, c'est de la frustration qu'ils ont exprimé. Mais vous êtes au moins d'accord que on était déjà mal parti quand on a vu nos cas de Covid et tout. Derrière, il y a beaucoup qui ont vu une certaine manipulation. Est-ce que quelquefois, même si un match ça se joue sur le terrain, il n'y a pas ça qui est comme une seconde pression qui vient, il n'y a pas ce sentiment d'être, comment dire cela, de ne pas partir avec les mêmes armes que les autres? Est-ce qu'il n'y a pas ça, cette petite colère-là qui a joué? Oui, je l'ai déjà relevé dans mon propos d'avant quand j'ai dit qu'on a mal géré les événements, parce qu'effectivement cette polémique donc, qui a précédé ce match n'a pas aidé à mon sens la partie burkinabé, et du coup on rentre donc dans ce match. Déjà le premier contact à la première minute, c'était un carton jaune pour Steve Yaro. Donc du coup cela présageait quand même de ce que le match va présenter donc comme visage, et du coup on est rentré dans ce match beaucoup nerveux, tout en passant qu'on est parti avec des défaveurs. On est resté dans le sentiment d'injustice donc pour aborder ce match. Dieu seul sait qu'on a la qualité pour maîtriser donc ces événements, pour jouer ce match, mais on est resté effectivement, comme vous l'avez dit, dans les polémiques qui ont précédé le match. On a joué avec beaucoup de frustration, et le pénalty qui d'ailleurs crée une
n'aurait pas dû, parce que ça c'est un tacle véritable de débutant, il n'aurait pas dû donc faire ce tacle-là. Et il faut se dire aussi qu'on n'a pas été aidé par justement donc tous ces multiples cas Covid et qui ont faussé, à mon avis, donc le résultat final donc de ce match-là. Autant je dirais que les 2 pénaltys camerounais étaient justifiés, je peux dire à l'inverse qu'on méritait au moins sur 2 actions sur Mohamed Konaté, si l'arbitre sifflait peut-être une main ou peut-être une rétention du maillot en faveur de la partie burkinabé, personne n'allait crier au scandale. Ça aurait changé beaucoup de choses. On est avec Assami Touré, qui est notre envoyé spécial au Cameroun, justement pour cette CAN 2021. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, c'est un plaisir de vous avoir ici. Vous avez pu suivre ce match, on va dire, de visu. Après, vous étiez sûrement avec les joueurs. Vous avez pu constater par vous-même quel est l'état d'esprit. Dans quel état d'esprit, justement, ils sont juste après cette première défaite-là? Je crois il faut dire que ce sont des remords du côté des étalons parce qu'ils savaient qu'il y avait de la place pour gagner ce match parce que le Cameroun était prénable, ils avaient suivi le match et le Cameroun n'était pas créé de véritables occasions. C'est les étalons qui ont donné le tour même pour qu'on les souhaite. Donc à la fin du match, on a senti des joueurs qui étaient mécontents parce qu'il y avait de la place pour gagner. Malheureusement, ces fautes défensives qui ont permis au Cameroun d'avoir le gain du match. On a senti déjà cette fébrilité du Burkina Faso dès le premier moment. On a vu Patrick Malo qui fait une faute et qui oblige il va commettre une faute, qui gagne un carton jaune, et puis à la suite, le Kofi qui fait une sortie hasardeuse à la suite, et voilà, il y a Issoufou Baye aussi qui est liberté un peu, donc ça fait que c'était un peu difficile pour les étalons. Et par la suite, le but de Gustavo Sangaré a un peu décanté la situation. Malheureusement, à la suite, 2 fautes, j'allais dire, des fautes inacceptables, des grands joueurs comme Bertrand Traoré et Issoufou Bayo, des joueurs qui connaissent bien la canne et qui font des fautes inacceptables dans la surface de réparation et ça paye cash. Et il y a aussi un élément, tout ça, quand on regarde, il y a la VAR aussi qui est intervenue, c'est une nouvelle donne. Vous avez pu regarder tout cela, j'ai dit un peu de visu. Avec l'intervention de cette VAR, ça a quand même donné une certaine légitimité au coup de sifflet. On s'est dit, bon, si ça a été regardé, donc ça passe. Exactement, je crois, puisque l'arbitre n'avait pas sifflé le penalty dans un premier temps, et c'est par la suite, après avoir regardé la VAR, qui s'est rendu compte qu'il y a eu véritablement penalty. Mais on donne raison à l'arbitre, parce que sur ce coup de Bertrand Traoré, il y a eu effectivement une faute. Bertrand Traoré n'aurait pas dû faire un tacle dans la surface de réparation, et ce tacle, il est arrivé en retard. L'arbitre n'avait pas vu dans un premier temps, et grâce à la VAR, il est revenu à la raison, il a sifflé le penalty. Donc on peut dire que la VAR est la bienvenue. Malheureusement, c'est le Burkina Faso qui écope de ce premier, on va dire, préjudice de la VAR dans cette CAN. Voilà une première dans la CAN et c'est le Burkina Faso qui a subi les conséquences. Donc voilà, c'est normal, c'est logique et l'arbitre a supprimé son épingle du jeu selon moi. L'arbitre n'a pas perdu le match. Et pour finir, Assami, parce que vous avez pu voir les joueurs après, je pense que c'est le plus important. Quel est leur moral? Parce que la CAN, ça commence aujourd'hui, mais ça ne se termine pas aujourd'hui. Je crois en tout cas, on sait qu'ils sont mécontents en tout cas après cette défaite, mais il reste encore 2 matchs, donc on a vu un Bertrand Traoré qui disait en tout cas en 2 minutes que voilà, il reste 2 matchs et il faut se concentrer encore pour ces 2 matchs parce que les Cap-Verts et les Coupis sont des équipes qui connaissent pas très bien la CAN et ils sont prénables. Et au vu de la performance des étalons de ce soir, logiquement on se dit que ces 2 matchs on doit les gagner et forcément on doit gagner pour espérer se qualifier en 8e de finale. Donc le moral est toujours haut parce qu'on a fait une belle prestation, malheureusement, que ces 2 fautes défensives ont capté tout ce qu'on a construit. Donc voilà quoi. Merci bien. Le match crucial, je crois. Merci bien Assimi Touré et puis bon séjour là-bas. Je pense que le mot il est dit, hein. Il y a une bonne prestation quoi qu'on dise, mais il y a eu des erreurs dont on doit tirer des leçons. Non, je pense qu'à ce niveau, Assimi Touré a utilisé quelque chose. Vu la carrure des joueurs incriminés, ça passe difficilement. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il ne faut pas
il ne faut pas rougir. Il faut voir la première période où les étalons, tout simplement, ont joué intelligemment. Hormis ces 2 fautes, dans l'ensemble, dans la façon de gérer l'équipe du Cameroun, on a senti qu'il y avait vraiment de la matière. Dans un premier temps, on n'est pas allé les chercher haut, on n'est pas allé dans des pressings inutiles, dans des courses inutiles. On a attendu les Camerounais donc, au niveau du milieu de terrain, une sorte de bloc médian, pour ensuite tenter de les contrer ou de procéder par des attaques rapides. Ça a plutôt bien marché, parce qu'on ne pressait que dans les zones où il y avait le ballon. Et effectivement, l'action qui amène le but de Gustavo, on est resté carrément dans le camp camerounais, on les a empêchés de relancer et de pouvoir en profiter. On serait resté dans cette organisation, je pense qu'en deuxième période, on avait la possibilité de revenir au score. Seulement qu'en deuxième période, on s'est dit, bon, on est mené 2-1, on n'a pas de pression, on va aller les chercher un peu plus haut. Ça a quelque peu désorganisé l'animation de cette équipe-là. On serait resté sur nos bases, sur nos acquis de la première période. Je pense qu'on le pouvait. De ce match, on parlera éternellement de ces 2 fautes-là. Mais je pense que pour la suite, il faudra enlever ces 2 fautes-là et puis garder le reste. C'est cela. Posséder maintenant pour... Mais bon, je pense aussi qu'il y a quelque chose qui rassure. On a, Bertrand, quoi qu'on dise, qui a été le meilleur Burkinabé. Quand vous regardez, il a vraiment pesé sur le match. Pour quelqu'un dont on dirait, bon, on connaît ses blessures, on connaît le nombre de temps qu'il est souvent loin, il a rassuré. L'un des meilleurs, je dirais, l'un des meilleurs. Bon, parce que, oui, parce qu'il a effectivement, c'est le garçon, le troisième joueur à avoir touché plus de ballons. Côté burkinabé, après bien sûr Adama Guira et puis Gustavo Sangaré. Et dans l'utilisation du ballon, il a perdu, me semble-t-il, 14 ballons selon les statistiques. Mais il a proposé quand même quelque chose d'assez intéressant. Et même quand vous regardez dans le but, c'est lui qui fait pratiquement la passe décisive. Et il y avait sur une faute qui était une sorte de demi-corner. Il avait pratiquement trouvé donc le cadre. N'eût été cette intervention extrémiste. Et sans oublier qu'en première partie, il fait une tête qui a été renvoyée au deuxième poteau, donc par le défenseur camerounais. Et quoi qu'on dise, c'est le joueur qui a créé plus d'occasions et qui a apporté beaucoup plus de danger dans la surface adverse. Mais vous savez que les Burkinabés sont un peu sévères avec Bertrand parce que les attentes sont énormes. Et pour moi, il a quand même des excuses parce qu'il revient quand même de très loin parce que ça fait quand même beaucoup de matchs. Depuis octobre, il n'a que 3 matchs dans les jambes. C'est des matchs en intégralité. C'est des bouts de matchs. Même depuis l'ère Kambou Malo, c'est peut-être son 3e ou 4e match donc il joue avec cet effectif. Donc c'est un garçon qui devrait apprendre à se réinsérer dans le groupe parce que le groupe s'est très bien comporté sans lui. Et lorsqu'il a fait son comeback pour une première, on peut quand même trouver donc du satisfait dans ce qu'il a apporté aujourd'hui offensivement donc pour cette équipe. Merci bien Ibrahim Kabré. Merci à vous Somda. Demain lundi 20h35 Sport 3. Et donc c'est un rendez-vous donc à prendre et puis pour avoir le meilleur de ce qui se passe à la CAN, suivez donc ces émissions-là et que vous pilotez d'ailleurs. Merci encore Ibrahim Kabré, merci encore John William Somda d'être passé sur ce plateau. C'est la fin aussi pour ce qui est de ce JDS, journal dimanche au soir. On se donne rendez-vous pour dimanche prochain et d'ici là, portons-nous bien.